Donc je disais, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Dominique Branchet. Dominique Branchet qui nous vient de Suisse, de l'université de Bâle. Elle est spécialiste évidemment de littérature de la Renaissance. Elle a publié récemment et coup sur coup, je crois la même année, sauf erreur de ma part, 2 livres. Alors le premier consacré aux relations, disons, entre la botanique et le sensible, quelque chose. Est-ce que tu me corrigeras si je dis des bêtises? Voilà, qui s'intitule Quand l'esprit vient aux plantes. Et puis elle a publié la même année Les équivoques de la pudeur, donc une réflexion sur la question de l'obscénité et de la pudeur à la Renaissance. Qu'est-ce que c'est que l'obscénité? C'est un terme dont la définition fluctue selon la période à laquelle on la considère, et donc à travailler sur, disons, fin Moyen-Âge, début âge classique. Et évidemment, la communication qu'elle nous propose aujourd'hui, je pense, vu le titre, est en relation assez directe avec cette question de l'obscénité, sauf erreur de ma part. Mais voilà. Oui, bonne intuition. Bon, ben voilà. Donc je suis ravi de l'entendre aujourd'hui et je lui cède immédiatement la parole. Voilà, à toi Dominique. Alors, merci beaucoup Stéphane. Alors j'ai inventé mon porte-micro dans un verre de vin, le lieu l'appelait. Alors je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue, vous dire aussi le plaisir que j'ai à être là. Donc je remercie les organisateurs de ce formidable festival de m'avoir fait l'honneur de cette invitation, et je remercie aussi le soleil parce que là aussi il nous fait le plaisir d'illuminer de manière magnifique l'automne. Alors, je vous proposerai donc une communication intitulée « Jeu de mouche, jeu de vilain » qui tournera autour de cette figure de mouche dans les jeux rabelaisiens. Dans la célèbre liste des 217 jeux pratiqués par Gargantua, qu'on trouve dans le roman du même nom, je dirais que les animaux se taillent une place royale. Indifférent à la hiérarchie des espèces, Gargantua joue, je cite, au renard, aux vaches, à la rainette, au martre, au hibou, au dorlo du lièvre, au pie, au bœuf violet. Comprenez-moi bien, il s'agit d'une allusion au bœuf promené au son des viols au jour gras, à la chevêche, à déferrer l'âne, à la couille de bélier, à écorcher le renard, au cheval fondu, à la queue au loup, à la mine bœuf, au crapaud et même à la bête morte. Mais c'est sans surprise la cochonaille qui a plus particulièrement ses faveurs, puisque Gargantua joue encore au pourceau mori, à cochonnet va devant ou encore à la truie, jeu où le joueur chassait la boule, la truie, dans le trou à l'aide d'un bâton appelé ricoche. Et tel est le jeu de ricochet que Rabelais aime à pratiquer avec son lecteur, nous laissant courir après le cochonnet du sens pour voir s'il va dans le trou, en le poussant au besoin éventuellement un peu du pied. Or, cela demande grande attention, et à cet égard, on peut s'entraîner en jouant, comme le fait Gargantua, à la mousque, qui est la forme normande du mot mouche, à la mouche, et même à mouchard, car tout lecteur de Rabelais doit se montrer fine mouche, espiègle et espionne, à l'affût d'indices textuels. Tels sont bien par ailleurs les divers sens du mot mouche dans la langue du XVIe siècle, comme en témoigne le dictionnaire français-anglais de Cotgrave au début du siècle suivant. Le vocable mouche désigne à la fois l'insecte, le jeu appelé mousse, ou encore l'espion, l'informateur, le promoteur, le rabatteur. Cette dernière acception tient sans doute au fait que la mouche désigne ce point limite de l'attention où cette dernière vit sa plus grande tension. Qui observe une mouche se disqualifie en prêtant attention à un être dérisoire, mais doit en même temps aiguiser tous ses sens pour en capturer l'agitation minuscule. Je voudrais rappeler ici la belle formule de Montaigne. Tout argument m'est également fertile, je le prends sur une mouche. Autrement dit, les arguments viennent à Montaigne même en regardant une mouche, et Dieu veuille que celui que j'ai ici en main n'ait pas été pris par le commandement d'une volonté autant volage. Cette rencontre entre une pratique intellectuelle, argumentée, et une bête aussi volage qu'insignifiante, nous dit quelque chose de l'esthétique de la pensée de Montaigne. Une pensée aussi rapide qu'un battement d'aile, qui sait se saisir du fugace, improvisé en un parler prompt. Est-ce le même art de l'impromptu que requiert le jeu de la mouche, dit aussi jeu de la mousse, selon Cotgrave ?
En 1718, la première Académie universelle des jeux recense un jeu de la mouche en précisant que ses origines, comme son nom, sont obscures. Les règles exposées sont quelque peu différentes du jeu basque de mus, à prononcer mouche, proche du poker et exigeant une extrême rapidité, un jeu qui est inscrit depuis 2013 à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France et dont il existe nombre de fédérations en Europe. Mais au-delà de leurs différences, ces deux jeux de cartes ont en commun un art du bagout, du bluff et du boniment, le but étant d'avoir, sinon les meilleures cartes, du moins de le faire croire, en somme de muser, au sens de dissimuler, la réalité de ses atouts pour faire céder la partie adverse. Et donc de bluffer, à l'instar du narrateur rabelaisien, charlatan de foire qui mélange bouffonnerie et savoir et fait l'article de sa marchandise face au lecteur-acheteur. Or, comme je voudrais le montrer, Rabelais nous fournit dans son troisième roman, le tiers-livre, sa propre version du jeu de la mouche, et il ne cesse, au travers de son œuvre, de muiser sur la mouche, de la mettre en jeu et de lui mettre les mots à la bouche, d'en faire ludiquement vrombir les enjeux qui tiennent à des questions aussi essentielles que notre rapport avec le langage, la sexualité et le temps. Car la mouche, par le trouble qu'elle occasionne ou la distraction qu'elle permet, est une empêcheuse de tourner ou de voler en rond qui parasite la machine bien huilée des représentations convenues. Vous connaissez peut-être ce savoureux conte de Maupassant où une mouche entrée en fraude dans l'oreille d'un héros nommé Belhomme, qui voyage en coche, le met hors de lui, étrangle sa langue. La mouche cochée de Rabelais, tout au contraire, délie et débauche la langue de cet auteur, nous mettant la puce à l'oreille. Chasser les mouches, voilà en effet un geste trivial que nous pratiquons tous dans la langueur d'été trop sucré, mais que le travail romanesque de Rabelais laisse d'une grande force signifiante. De fait, ce geste antiparasitaire hante l'œuvre rabelaisienne de la jument de Gargantua, qui, si bien s'escarmouchant les émoucha, à la fable du lion, de la vieille et du renard, que raconte Panurge dans le premier roman de Rabelais, où le malin Goupil agite, je cite, sa bonne queue et longue en 33 occurrences du verbe émoucheter pour contrer un assaut fantasmé de mouches avides de goûter à l'orifice d'une vieille décrépite. Cette gymnastique est également celle des juristes. Au tiers-livre, le juge Bridrois nous apprend que ses coreligionnaires jouent à la mouche par exercice salubre. Et il y a aussi la gymnastique de Gargantua qui se livre enfant à des jeux oiseaux autour du diptère intempestif. Autrement dit, la mouche, capturée tantôt au sens littéral, tantôt au sens figuré, peut être encadrée par les règles d'un jeu ou motiver des figures plus libres. Elle stimule aussi bien les mouvements physiques des personnages de Rabelais, qui vont l'observer ou s'en débarrasser, que la gymnastique des mots et l'athlétisme cognitif du lecteur, obligé à bouger tous azimuts. Rabelais nous rappelle ainsi que le jeu est essentiellement mouvement, celui des participants, celui des cartes, des pions et des pièces, un mouvement permettant de se déporter des activités courantes, terme déporté qui est d'ailleurs à l'origine du mot sport. Je voudrais donc examiner aujourd'hui avec vous ces mouvements paradoxaux de mouches et de mots et les effets kinésiques qu'ils produisent sur le corps du lecteur par des dispositifs vertigineux d'accumulation qui sont autant de battements d'ailes quasi mécaniques poussant le langage aux limites de la signification. Bourdonnant à nos oreilles, ces agrégats verbaux activent paradoxalement notre attention à l'endroit du dérisoire et du minuscule et à travers lui sur le travail de la représentation. Si au sens étymologique du latin léguere, qui signifie rassembler, relier, la lecture consiste à faire tenir ensemble les parties du corps textuel, le mouvement des mots-mouches pulvérise cette opération et creuse le hiatus entre les mots et les choses en proposant une expérience quasi hypnotique qui touche autant notre esprit que notre corps. Comme le souligne François Van Oosthuizen, pour contester une conception désincarnée de l'acte de lecture, la lecture ne nous met pas devant des tableaux, mais nous implique dans des dispositifs plurimodaux, visuels, tactiles, acoustiques, parfois olfactifs, gustatifs, toujours intellectuels et sensorimoteurs, affectifs et conceptuels. Alors, autour de cette mouche,
Je vais donc vous proposer un parcours à travers les 3 premiers romans de Rabelais, le Gargantua, le Pantagruel et le Tiers-Livre. Et je commencerai par m'intéresser au jeu de Gargantua avec la mouche, chasser l'insignifiance. Avant de me pencher plus directement sur le texte de Rabelais, regardons quelle est la valeur traditionnellement attachée à la mouche en nous tournant vers Suétone. Alors, Suétone, dans la vie qu'il consacre à l'empereur Domitien, le critique, car cet empereur, je cite Suétone, avait pour coutume de s'enfermer chaque jour tout seul, le temps d'1 heure, à ne faire à peu près rien d'autre que d'attraper des mouches et de les percer d'un poinçon. Il fallait à Suétone être lui-même une mouche, un espion, pour témoigner de ce moment solitaire. Ce portrait au vitriol d'un être que la méchanceté rendit paresseux plutôt que la paresse méchant inspire à Erasme un adage « Ne musca quidem », pas même une mouche, où Erasme explique « Comme on demandait à Vibius Crispus s'il y avait quelqu'un avec l'empereur dans sa chambre, il répondit qu'il n'y avait pas même une mouche à l'intérieur. » Par cette plaisanterie à double sens, il moquait les habitudes de Domitien. L'adage d'Erasme épingle donc un degré zéro de la mouche qui n'apparaît que sous la forme négative de sa disparition, pas même une mouche, et dessine un vide, ce qu'Erasme nomme un désert absolument sans personne, où l'empereur Domitien se trouve lui-même annulé. Du moins, chez Suétone, la petite bête improductive sert-elle à donner consistance à la paresse cruelle du tyran, qui, notez-le, utilise à contre-emploi le poinçon à écrire ou la plume, stylo en latin, pour transpercer l'insecte et en répandre l'encre stérile. L'artiste zurichois Michael Günzburger se sera peut-être inspiré du passe-temps mélancolique de l'empereur romain pour en faire une encre fertile et le transmuer en art, puisque son œuvre, The Fly Room, qui date de 2011, est dessinée à partir de pigments extraits d'yeux de drosophile. Et donc, voilà un exemple. Étant helvète moi-même, j'en profite pour faire la réclame pour cet artiste. Les insectes, paradigme de l'infime, se situent à la frontière du visible et de l'invisible pour l'œil humain. Ils défient la description. C'est pourquoi le célèbre naturaliste italien Ulisse Aldrovandi, auteur de la première monographie sur les insectes, De Animalibus Insectis, qui est paru en 1602, propose de les rebaptiser atoma, c'est-à-dire corps insécable, plutôt qu'antoma, corps segmenté à la façon d'Aristote. Dans le monde du vivant, l'insecte figure en effet symboliquement l'unité en deçà de laquelle il n'y a pas de progrès vers le moindre. Or, loin de détourner fugitivement l'esprit, ce presque rien volatile l'accapare pour en dénoncer la vacuité. Ainsi, chez Suétone, le détail anecdotique de la mouche permet de mettre en relief une particularité de l'homme d'État qu'il décrédibilise, de le particulariser dans le double sens du terme particulier au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il singularise Domitien tout en le décrivant à l'écart des affaires publiques, confiné dans l'intimité de son particulier où, à force de s'occuper des mouches, s'évanouit tout intérêt politique. De tiers exclus, le parasite devient donc nécessaire à la représentation où son insignifiance sert efficacement une biographie à charge, à la manière de la mouche peinte de Giotto, qui renforce l'effet esthétique du tableau dont on prétendait la chasser. On raconte en effet que Giotto, encore jeune et dans l'atelier de Cimabue, peignit un jour sur le nez d'une figure faite par Cimabue une mouche si vraie que le maître, se remettant au travail, tenta à plusieurs reprises de la chasser de la main. Et donc on pourrait dire que cette anecdote montre la conquête de la vérité en peinture qui passe par un détail ressemblant, de même que l'anecdote de Suétone exploite à travers la mouche un même effet de réel. Alors j'en arrive maintenant à Rabelais, puisque Domitien, après avoir été le poinçonneur des mouches, comme Gainsbourg fut celui des lilas, devient dans le tiers-livre de Rabelais Domitien le croque-mouche, tandis que ses avatars hantent la généalogie des géants rabelaisiens. Dans la liste des illustres ascendants de Pantagruel, on rencontre par exemple Apmouche,
qui bénéficie du plus long commentaire, tandis que Croque-Mouche, né de la pantoufle de sa nourrice, vous savez que la pantoufle c'est une équivoque pour le sexe féminin, sert de caution à l'étrange naissance de Gargantua expulsée par l'oreille maternelle. De fait, c'est bien sous l'empire de la mouche que se déroule la petite enfance du géant, mal torché et mal éduqué, qui signe l'évidement de son être à travers des activités et des jeux insignifiants et absurdes. Dans un chapitre notablement amplifié dans l'édition du Gargantua de 1542, on apprend en effet, par le biais d'une liste vertigineuse de proverbes, souvent pris au sens propre, que Gargantua, alors je cite, « Gargantua toujours se vautrait par les fanges, se mascarait le nez, se chauffourait le visage, acculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches, et courait volontiers après les parpaillons, desquels son père tenait son empire. Il pissait sur ses souliers, il chiait en sa chemise, il se mouchait à ses manches, il morvait dedans sa soupe. » Et puis ensuite, ajout de 1542, il disait la paténôtre du singe, retournait à ses moutons, tournait les truies au foin, mettait la charrette devant les bœufs, se grattait ou ne lui démangeait point, se chatouillait pour se faire rire, connaissait mouche en lait, faisait perdre les pieds aux mouches, ratissait le papier, chafourait, c'est-à-dire barbouillait le parchemin. Donc autant de jeux et d'activités tout à fait étonnants. Soustrait au monde de la culture et à l'exercice de la raison, mais aussi comme Domitien à la scène politique et sociale, le jeune prince Gargantua jouit d'une autarcie proprement animale, scandée, vous le noterez, par le retour des pronoms réflexifs. Il se vautrait, il se mascarait, il se chauffourait. La seule référence à une activité cognitive renvoie à la capacité élémentaire de distinguer le noir du blanc, autrement dit, connaître mouche en lait, une expression empruntée à la ballade des menus propos de François Villon. Je connais bien mouche en lait, je connais à la robe l'homme, je connais le beau temps du lait, je connais au pommier la pomme, je connais l'arbre à voir la gomme, je connais quand tout est de même, pardon, la coquille, je connais qui besogne ou chôme, je connais tout, fort, sauf que moi-même. Vous voyez que ce poème désigne une expérience d'aliénation, car l'intériorité du poète s'y révèle inconnaissable. La trivialité des lieux communs dissout ici le sujet dans l'inanité des représentations collectives. De même, la réflexivité de Gargantua l'arrime à son corps dans l'inconscience de ce qu'il est et des devoirs princiers qui lui incombent, déclinant de formes de bêtises. D'une part, l'état d'animalité dans lequel Gargantua se vautre. Je rappelle que pour Erasme, un enfant mal éduqué, je cite, aura un esprit bestial dans un corps humain, comme les pourceaux de Circé. On pourrait dire donc que Gargantua est une forme de pourceau qui attire les mouches, et non pas un animal politique, comme le pensait Aristote. D'autre part, la bêtise de Gargantua est celle du discours proverbial, impersonnel, que Rabelais s'amuse à détourner et à travestir en une liste à l'enchaînement arbitraire, détournée de sa vocation première d'organisation du monde social et naturel, puisque la liste des proverbes sert ici à décrire ce qu'il y a de plus privé, cette bizarrerie asociale de cet enfant particulier. En somme, c'est dans les formes creuses de la culture que s'énonce l'inculture du géant morveux, dont la bouche étrangère à toute parole ne s'ouvre que pour bâiller aux mouches, c'est-à-dire pour rester bouche bée devant des insectes jugés insignifiants. Alors aujourd'hui, on dit bâiller aux corneilles, c'est comme si les corneilles avaient mangé les mouches. En tout cas, elles ont pris leur place. Dans le passage que je vous ai lu, tout ce qui touche à l'écriture se trouve dévoyé au même titre que l'oralité, puisqu'on apprend que Gargantua, vous vous en souvenez, ratissait le papier, ce qui est un traitement réservé au parchemin qu'on raclait pour le rendre propre à l'écriture. Et donc, ce traitement est inadapté au nouveau médium qu'est le papier. Gargantua barbouillait aussi le parchemin et surtout faisait perdre pied aux mouches, expression obscure qui stimule l'interprétation. Le jeune prince, sur les traces de l'empereur Domitien, martyrise-t-il d'infortunés diptères, ou, au figuré, leur fait-il perdre la tête, peut-être par sa puanteur,
perdre les pieds signifiant alors devenir fou. Ou encore, Rabelais joue-t-il avec l'expression « faire querelle sur un pied de mouche », c'est-à-dire disputer sur une chose de néant, ou encore avec la formule « pied de mouche », qui désigne une écriture illisible, ce dont Gargantua, l'illettré, n'est pas même capable. Ou j'ai encore pensé à l'expression « perdre pied », se noyer, sort que le jeune géant réserve aux mouches, mais peut-être aussi aux lecteurs. Car effectivement, c'est à nous, fines mouches, qu'incombe de trancher sur la valeur littérale ou figurée de ces expressions empilées jusqu'au vertige, comme les cartes d'un tarot énigmatique, où la mouche se fait le vecteur, ou plutôt la vectrice, d'un vertige interprétatif. Alors on l'a vu dans ce passage de Rabelais, c'est en tant que parasite que la mouche se prête à l'idée d'un langage parasite. Au XVIIe siècle, grâce notamment à l'essor du microscope, des gargantuas, cette fois entomologistes et lettrés, couperont les mouches en quatre pour poser les jalons d'une nouvelle discipline et hisseront la mouche au noble statut d'objet scientifique qui ne se définit plus en fonction de l'humain. En 1634, Thomas Moffet publie le De Insectorum Sive Minimorum Animalium Theatrum, donc un théâtre de la vie des insectes, un ouvrage très très richement illustré, où, ce qui en fait la particularité, la mouche accède à la représentation autrement que comme un parasite. La mise en page est d'ailleurs frappante, puisque les bestioles, à la manière des lettrines médiévales, entourent le texte, comme si elles avaient commencé à en ronger les paragraphes, à la manière notamment de cette musca carnivora, de cette mouche carnivore que vous voyez sur la page de droite. Et puis le jeu continue tout au long de l'ouvrage. C'est un petit peu comme si la mouche gargantuesque était devenue pied de mouche typographique. Et d'ailleurs, si quelqu'un sait à partir de quand date l'expression pied de mouche, je suis preneuse. Alors je passe maintenant à un autre épisode qui se trouve cette fois dans le Pantagruel. Alors dans cet autre roman, c'est le souci obsessionnel de se débarrasser de la mouche qui cette fois domine, en déclinant une forme particulière d'attention. Attention à la matérialité sonore et non plus écrite du langage en deçà de toute signification et au bourdonnement des mots mouches. Dans ce roman, Rabelais consacre un chapitre tout entier à la manière dont, je cite, « Panurge enseigne une manière bien nouvelle de construire les murailles de Paris. Panurge imagine des fortifications burlesques où les calibistrices, ou belles vulves des femmes de Paris, s'emboîtent par ordre de grandeur, entrelardées ou frottées au lard de phallus de moine. » Alors, l'intérêt pour Panurge est essentiellement économique, c'est-à-dire que les sexes ne coûtent pas cher, en tout cas moins que des briques, et Panurge ainsi littéralise et défigure un lieu commun, celui du corps de la femme comme forteresse de la chasteté, en le soumettant à une étreinte architectonique généralisée. Ces murailles inédites de Paris, ville qu'on décrivait alors comme la Nouvelle Troie, évoquent par homonymie les murailles de Paris. Mais à la différence de cet anti-héros, elles savent repousser plus efficacement tout assaut guerrier. Travestissant sur un mode burlesque le modèle épique, Panurge prévoit que si les couillevrines, donc c'est un jeu avec coulevrine, l'arme à feu, venaient s'y frotter, elles recevraient une pluie de grosses véroles pour punition. Panurge reconnaît cependant un inconvénient. Les murailles de sexe ont le défaut d'attirer les mouches, ce qui est le propre de toute chair dévoilée, comme le savent bien les anatomistes. Vous voyez, dans cet atlas de la fin du XVIIe siècle, la mouche qui se promène discrètement à la frontière de la chair, là à droite. Alors, pour pallier ce problème, Panurge va recourir à une fable pseudo-médicale pour présenter une parade. Alors voici cette fable. Deux animaux, un lion et un renard, collaborent autour du sexe béant d'une vieille femme évanouie qu'ils prennent à tort pour une blessure. Tandis que le lion part à la recherche de mousse curative pour combler la plaie gigantesque, le renard agite sa bonne queue et longue pour contrer un éventuel assaut de mouches. Or, l'angoisse du lion et du renard devant ce trou est aussi d'ordre symbolique. Le terme mouche dérive en effet d'une onomatopée remontant à l'indo-européen mu, qui représente le bourdonnement. De cette même onomatopée dérive le terme mot, à travers le latin mutus, proprement
qui ne sait que faire mu, en parlant des animaux puis des hommes, d'où muet. Le balatin mutum, d'où dérive directement mot, désigne ainsi un son émis qui échappe à la signification, et en 1480, l'exclamation mot signifie pas un mot, taisez-vous, et comme me le suggérait ce matin un de mes voisins de table, motus et mouche cousue. En même temps, dès le XIe siècle, le vocable prend aussi le sens de parole, discours, en vertu d'une troublante polysémie. D'une part, mot désigne et caractérise le langage humain, d'autre part, il renvoie à ce qui se dérobe au logos et prend acte du silence de la signification dans un pur son. En d'autres termes, au cœur de mots bourdonne une mouche, comme cette part insignifiante qui hante la langue. Les mots ne parlent pas, ils vrombissent, vrombissement qu'opère, chez Rabelais, la trentaine d'occurrences en 2 paragraphes du verbe émoucheter et de ses dérivatifs, véritables déferlantes où l'on tournicote autour des mêmes sons. Alors voici donc ce que dit le lion au renard qui est en train d'agiter sa queue. Émouche fort, ainsi mon ami, émouche bien, dit le lion au renard, car cette plaie veut être émouchée souvent, autrement la personne ne peut être à son aise. Or émouche bien, mon petit compère, émouche, Dieu t'a bien pourvu de queue, tu l'as grande et grosse, à l'avenant. Émouche fort et ne t'ennuie point, un bon émoucheteur qui, en émouchetant continuellement, émouche de son mouchet par mouche, jamais émouché ne sera. Émouche, couillot, émouche, mon petit bedeau, je n'arrêterai guère. Ce jeu verbal mime les va-et-vient frénétiques de l'acte sexuel que voile à peine l'équivoque en le rythmant et le sonorisant. Dans cette mise en bouche de la mouche, les jeux sonores nous font sentir les poils du renard caresser la vulve. L'usage de la première personne à la fin de l'extrait, je n'arrêterai guère, oui, vous voyez à la fin juste avant la fin des guillemets, je n'arrêterai guère. Donc cette première personne signe le remplacement du renard par le lion et de l'action de la queue par l'action du langage. De fait, l'émouchetage est de nature essentiellement verbale ou plutôt sonore, tant le signe se fait chointement exaspéré jusqu'à l'épuisement du sens. Ce coup de force déplace les attributs traditionnels du lion sur un autre terrain, puisque dans un double mouvement contradictoire, il lui faut congédier les mouches ou les mots, par des mots aussi obsessionnels que des bourdonnements, faire taire la langue en parlant, ramener le langage à son bruissement premier, faire tourner à l'infini les signifiants sur eux-mêmes pour qu'ils redeviennent muets et se vident d'eux-mêmes, à la manière un peu du tournoiement des derviches soufis. Dans la théologie appelée négative de Denis l'Aréopagite, un mystique chrétien bien connu de Rabelais, à travers des médiateurs comme Nicolas de Cuse et Bovel, il s'agit d'accumuler les noms de Dieu comme une litanie pour aboutir au vide de Dieu. Mais chez le lion de Rabelais, il s'agit de faire silence en menant le langage, et cette entreprise est celle de Sisyphe. Car le geste pour expulser le langage hors de lui-même affirme en même temps sa défaite. Les mots mouches reviennent toujours tournoyer autour de la plaie béante qu'il menace d'infecter en une perpétuelle circum bili vagination. Splendide néologisme qu'on trouve dans le tiers-livre. Donc c'est un mot qui défie réellement nos capacités pulmonaires, où Rabelais joue sur l'idée d'errer, vagari, autour du nombril, umbilicus, avec équivoque sur vagina, et il prend pour modèle la circumlocutio, la circonlocution, unissant le corps et la langue. Si vous voulez, tous ces tropes du circum dessinent une poétique du trou linguistique. J'ai écrit sur la pudeur et l'obscénité, pardon. À l'instar des mots mouches, la mousse médicinale rapportée par le lion est impuissante à combler ce trou indicible qui scelle l'échec référentiel du langage, qui est incapable de toucher au réel. Et d'ailleurs, Rabelais appelle significativement le sexe de la vieille le comment à non, ou dans la prononciation nasalisée de l'époque, ce je ne sais comment à non.
aucun signifiant ne peut le capturer sans le dénaturer, puisque le mot « con » précisément ment. Que diable s'écrie le lion. Cette plaie est profonde, il y entrerait de mousse plus de 2 charretées, mais le renard l'avisa d'en garder quelque peu, car il y a encore ici dessous un autre petit pertuis qui pue comme 500 diables. Donc, autrement dit, derrière un trou s'en cache un autre, et l'entreprise est sans fin. Donc, comme j'ai essayé de le montrer dans le Gargantua et dans le Pantagruel, les corps béants et puants du jeune géant et de la vieille piègent donc volontairement ou involontairement les mouches, qui dessinent 2 modalités d'un vide bien plus abyssal que le désert sans personne d'Erasme. Pour décrire les plaisirs solitaires de Gargantua, Rabelais convoque un agrégat saugrenu de proverbes qui se succèdent mécaniquement et qui, par leurs incongruités, creusent le fossé entre les choses et les mots. Quant au lion, sa parole tourne à vide pour faire taire le langage et nous rappelle avec Horace que verba volant, scripta manent, les mots volent, les écrits restent. En d'autres termes, ce qui différencie la parole de l'écrit, c'est la mobilité des ailes des mots-mouches. À la différence des entomologistes, Rabelais ne cherche pas à épingler leurs corps infimes sur la page du livre imprimé, mais à propager leur vrombissement obsessionnel comme affranchis du poids de l'écriture. Le souci de se débarrasser de la mouche exhibe certes la faillite des mots, mais la rentourne en jouissance par le travail stylistique sur la matérialité du langage, sur sa patte sonore, en deçà de toute signification. J'en viens maintenant à mon tout dernier point, le jeu de la mouche ou le devenir mouche. Le lecteur de Rabelais est invité à partager le plaisir de toutes ces gesticulations verbales dont l'ampleur quantitative, on l'a vu, est inversement proportionnelle à l'importance de l'activité décrite. Le caractère farcesque des 2 épisodes est d'ailleurs souligné. L'enfance de Gargantua parodie un miroir du prince, ces manuels qui étaient destinés à guider le comportement des souverains. Quant à l'épisode du Pantagruel, Panurge rapporte qu'il tient la fable du lion, de la vieille et du renard, de frater lubinus, du frère lion en quelque sorte, figure du moine sot et débauché, qui a écrit un livre des beuveries des moines mendiants. Dans le même roman, le catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Victor, qui propose une liste de titres qui sont autant de condensés des épisodes à venir, associe d'ailleurs de près l'apostolat à divers types fort équivoques de mouches et autres émouchetages. Alors je relève par exemple le titre « Le mouchet des ermites », ou encore, c'est juste avant la mention de l'ouvrage attribué à Frère Lubin, « La croquignole des curés ». Il s'agit ici d'une allusion à un ouvrage très diffusé qui avait été publié en français vers 1510, le Doctrinal des curés. Et ce livre est intéressant parce qu'il traite d'une question épineuse. Que faire d'une mouche qui tombe dans le calice où se trouve le sang du Christ? Alors, faut-il l'avaler? Alors voilà ce que répond l'auteur, donc Guido de Monterochen. Je ne pense pas qu'il faille, comme d'autres le préconisent, que la mouche soit avalée, mais il faut la laver à l'eau et consommer cette eau. Et si le prêtre a peur de vomir, qu'il mange quelque chose. Et que la mouche soit brûlée et ses cendres conservées dans un sanctuaire. Il me semble que la théologie n'a vraiment rien à envier à la fantaisie débridée de Rabelais, qui d'ailleurs s'en est nourrie. Alors, dans l'œuvre de Rabelais, la mouche s'installe d'autant mieux à la croisée ludique du verbe et de l'évidement ou du suspendu sens qu'elle donne son nom au jeu qui, je l'ai dit tout à l'heure, se trouve cité par 2 fois dans la fameuse liste des amusements de Gargantua. Or, on retrouve ce jeu de la mouche pratiqué dans le tiers-livre par les juristes, puisqu'ils jouent à la mouche, exercice honnête et salutaire. Alors, je lis cette citation, vous me pardonnerez de sauter un peu le latin. De fait, un jour, en l'an 1489, ayant quelque affaire brutale en la chambre de messieurs les généraux, et entrant par permission pécuniaire de l'huissier, comme vous autres messieurs, savez que
Je les trouvais tous jouant à la mouche par exercice salubre avant le paste ou après, donc avant le repas ou après. Il m'est indifférent pourvu que hic no, que le jeu de la mouche est honnête, salubre, antique. Ensuite, on trouve ce mot de mouscari. Ceux qui jouent à la mouche sont excusables de droit. Et pour lors était de mouche, donc c'est le personnage qui jouait le rôle de la mouche, Monsieur Tillman Piquet. Bon, vous noterez aussi le choix du nom, hein, il n'est pas piqué de hanneton de mouche. Il m'en souvient et riait de ce que messieurs de la dite chambre gâtaient tous leur bonnet à force de lui dauber ses épaules. Hein. Donc le jeu consiste à frapper les épaules de Piquet avec son bonnet. Les disait ce nonobstant naître de ce dégât de bonnet excusable au retour du palais envers leurs femmes, etc. Alors, il y a un grand érudit et critique, Michael Screech, qui a montré que la source juridique ici parodiée par Rabelais était le fameux lexicon légal d'Albericus de Rosate, et que Rabelais s'empare d'un mot dont le sens avait précisément donné du fil à retordre aux juristes, c'est-à-dire le mot de mouscari. Aloander proposa de l'interpréter comme moussivari, travailleur de mosaïque, mais le juge Bridrois, donc le personnage de Rabelais, le prend à la lettre comme ce qui a trait à la mouche. En d'autres termes, jouer à la mouche, cela constitue d'abord, sur le plan de celui qui parle, à jouer avec les mots mouche. Sur le plan de l'histoire racontée, c'est Tillman Piquet qui fait la mouche, tandis que ses comparses lui tapent dessus avec leur bonnet. Pour brutal que paraisse cette dégelée bonneté, le jeu est déclaré honnête, salubre, antique et légal, et même recommandé par les médecins. On comprend dès lors mieux les succès improbables du juge bridois qui, depuis 40 ans, exerce son métier en jetant les dés, et cette manière de confier ses jugements au sort ludique lui assure depuis 40 ans des sentences équitables. Le jeu de la mouche et le jeu en général ne menacent donc pas le bon exercice de la justice en entraînant la coupable distraction de ceux qui s'y adonnent. Il favoriserait plutôt une attention accrue à son métier et une manière plus juste de le pratiquer. Car il s'agit pour ces juristes non de rendre un verdict définitif, mais de surseoir, de différer le jugement, conformément à la leçon des philosophes sceptiques les plus radicaux, et se préserver ainsi de tout jugement téméraire et orgueilleux. En somme, et donc je vais conclure ici, la mouche permet de faire coïncider distraction et attention, folie et sagesse, dans un épisode qui installe un paradoxe impossible à résoudre. Plus généralement, comme on l'a vu avec les autres épisodes du Gargantua et du Pantagruel, la mouche dit à la fois la faillite référentielle des mots qui ne font pas mouche et l'impossibilité de s'en passer. Une invitation au lecteur à vrombir avec la mouche ou à faire lui-même la mouche, comme Tillman Piquet, ou plutôt comme Rabelais, dont l'occupation principale, comme Gargantua, consiste bien à faire perdre pied au mot mouche dans ses romans. Frère Jean, dans le Gargantua, ne s'étonne-t-il pas des activités de son bon compagnon Frère Claude, sans cesse plongé dans les livres plutôt que dans la ripaille, en utilisant cette expression unique dans l'œuvre de Rabelais, mais quelle mouche l'a piqué? Alors je vous propose de ne pas pécher à la manière de Frère Claude en nous laissant piquer par cette fatale mouche de l'abstinence, car s'il est monstrueux, comme le pense Frère Jean, de voir un moine savant, eh bien, il est plus encore de voir un public assoiffé. Mais si vous me laissez encore une seconde, je dirais que heureusement ou malheureusement, en matière viticole, là encore, la mouche nous étourdit de ses équivoques, puisque selon les curiosités françaises d'Antoine Houdin, l'expression « il ne semble pas qu'une mouche » se dit quand une personne a bu fort peu d'une liqueur ou au contraire que l'on a vidé le verre jusqu'à la dernière goutte. Je vous remercie. Je descends. Ah non, les questions. Merci infiniment, Dominique. C'était passionnant.
Et donc, on va aller déguster les vins de Fabienne Demoy, voilà, si vous le voulez bien. Et puis, on reprendra après pour écouter Alexis Blanchet. Voilà. Mais pardon, il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une question. Ah, c'est à savoir bien distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Excusez-moi, oui, pardon, je suis passée un peu vite là-dessus. Oui, c'est la capacité à distinguer, de la même manière que la mouche noire se détache sur le blanc du lait, c'est être capable. Donc celui qui mange la mouche en buvant sa soupe manque de capacité de distinction. Et donc, en fait, dans toute la liste des proverbes de Gargantua, me semble-t-il, c'est un des seuls proverbes qui renvoie justement à une activité, disons, de l'esprit plutôt. Est-ce qu'on pourrait revenir à la citation du chapitre 15 de Pantagruel? Bien. Comment interprétez-vous le dernier paragraphe? Puis il va chercher force mousse, et quand il fut quelque peu loin, il s'écria parlant au rognard: émouche bien toujours compère, émouche, et ne te fâche jamais de bien émoucher, bon Don Pietro de Castille. Oui, alors, il se trouve que je suis en train de réfléchir à cette chose-là, et je voudrais avoir votre avis. Mais on peut en discuter en dehors de la conférence, si ça peut paraître trop pointu. Non, mais c'est une très bonne question. Je me l'étais posée, j'étais partie un peu sur les traces de Don Pietro de Castille. J'étais partie sur les traces de Don Pietro de Castille en me servant de l'édition de la Pléiade, très bien annotée par Mireille Huchon, mais en fait, on ne comprend pas très bien cette allusion. Si vous voulez, nous en parlerons après. Si vous avez une piste, je me tourne peut-être vers d'autres. Pardonnez-moi, il se trouve que je suis spécialiste de la Castille de cette époque-là. Mais donc dites-nous, on pourra en parler. Non, mais si vous avez une hypothèse, on peut la partager. Non, justement, je ne sais pas pourquoi on attribue au roi Dom Pedro, qui est Dom Pedro de Castille, le fait qu'il... Parce que ce n'est pas la seule citation, on l'associe aux mouches dans Rabelais. Également, on l'associe au porteur de rogatons dans l'épisode de la fin des guerres picrocolines. Et si vous voulez, on en parle. Mais parce que j'y réfléchis depuis un certain temps et j'essaie de trouver de quoi il s'agit. Voilà. En tout cas, c'est une énigme à résoudre, à la devinière. Les notes des éditeurs sont complètement erronées et absurdes, à la limite. Mais est-ce que Don Pietro de Castille n'avait pas l'habitude de frapper, de punir? Non, mais il me semblait qu'il y avait... Non, on ne peut pas généraliser. À moins de considérer que dans la péninsule ibérique, on était plus sujet aux mouches. Il se trouve qu'il y a un épisode d'une chronique de 2 siècles antérieurs à lui, lors de la prise d'une place forte très importante après la chute de Séville. Il se trouve que le campement castillan est envahi de mouches. Et les Castillans sont sur le point d'abandonner un siège qui mène depuis 7 mois, ce qui est très dommage. Et le roi insiste et il trouve une solution. Il paye chacun de ses guerriers qui apporterait une certaine quantité de mouches. Et quand ils en ont rempli un silo, les mouches disparaissent. Et alors, les assiégés disent « Non, décidément, les Castillans sont trop forts. Ils sont surtout très décidés à rester sur place, donc je vais me rendre. » Et la reddition s'est faite à ce moment-là. Alors, la question des mouches, je pense que là, il peut y avoir également un petit règlement de compte avec Charles Quint, mais ça, il faudrait le voir. Ce sont des points qui méritent d'être... Et est-ce que Don Pietro de Castille avait une réputation de Don Juan? Non, pas à proprement parler. Enfin, parce qu'on peut les rapprocher de l'émouchetage plutôt que de la mouche. Non, mais on peut penser que son surnom, c'était le Cruel. Son surnom, c'est le Cruel. Et effectivement, il a fait mourir sa femme, qui était une Bourbon d'ailleurs. Mais non, ça n'est pas forcément... C'est qu'il a une vision relativement faussée, Rabelais. Et il y a un témoignage tout à fait précieux sur Don Pedro de Castille, ce sont ses Froissards et ses chroniques.
qui traite sérieusement des conflits qui ont eu lieu sous l'oreille de Don Pedro de Castille et qui ont entraîné d'ailleurs son déplacement du trône de Castille chez Froissart, mais il ne semble pas que Rabelais ait lu Froissart, ne serait-ce parce qu'il appelle Don Pietro, et ça, Froissart ne l'aurait pas fait. Voilà. Enfin, bon, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on échange ultérieurement, parce qu'il y a des choses sans doute à voir. Et j'aurais besoin de vos lumières. Et moi des vôtres. Bon, il semble qu'il n'y ait plus de questions. Bravo.